Après la pause, donc, nous retrouvons nos chers invités pour la suite de votre émission. Sana VUL Komlan Sadio, il est analyste économique et sociopolitique. Gabin Adjao, il est juriste et analyste politique. Et Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, qui porte son nom. On est à Kinshasa, on va parler de ces combats qui font rage à l'est de ce pays, combats qui opposent l'armée régulière de ce pays aux rebelles du mouvement 23. Alors, Gabin, on vous retrouve, on sait qu'entre-temps, des accords ont été signés. Même les rebelles du M23 avaient dit officiellement qu'ils allaient quitter le territoire congolais. Sauf que ce n'est pas ce qu'on remarque. La tension continue, les combats continuent. Et surtout à l'est de ce pays. Oui, ils n'ont pas respecté les accords. C'est tout ce qu'on peut dire parce que eux-mêmes ils avaient confié à l'EAC qu'ils vont quitter la zone du Nord Kivu, mais jusque-là ils sont toujours sur place selon les affirmations des populations. Ces gens-là sont toujours là. Tout porte à croire que bon, ils sont toujours prêts à aller au combat face aux forces régulières congolaises. Moi, jusque-là, je ne sais pas. C'est aussi ça le problème de nos organisations. Ils n'ont pas de force coercitive pour pouvoir contraindre ces gens-là à rendre les armes et à libérer le pays. Moi, aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions sur l'objectif que vise le M23 aujourd'hui, parce que tout au début de ce mouvement, bon, il réclamait d'avoir une certaine position au niveau de la gouvernance locale, mais aujourd'hui, pratiquement, ils ont des représentants dans cette communauté, mais quand même, ils continuent par aller en bataille contre le gouvernement congolais. Ils ne laissent pas les populations respirer un peu. Aujourd'hui, il y a plusieurs déplacés, beaucoup ne savent pas ce qui va se passer sur la vie de ces populations-là. Il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des femmes enceintes, et beaucoup ont perdu aussi leurs parents, ne sachant pas où ils se trouvent. Donc aujourd'hui, je pense que l'EAC et d'autres organisations, pourquoi pas l'Union africaine, doivent taper du poing sur la table. Pourquoi pas si on peut faire une force commune pour aller bouter hors ces rebelles du M23-là. Je pense que ce serait bien pour la paix au Congo. Sauf que si on ne veut pas la paix dans cette région-là, parce que beaucoup de questions se posent, est-ce que nos dirigeants ou même la plupart de nos organisations veulent réellement que le Congo retrouve la paix pour pouvoir aller au développement, ou bien chacun tire son profit? C'est aujourd'hui le problème. On tire toujours à boulet rouge sur le Rwanda de Paul Kagame, mais je ne pense pas que c'est le Rwanda seul qui fait le EAC. Il y a beaucoup de pays dans l'EAC aujourd'hui, et si ces pays-là concordent à dire qu'aujourd'hui, trop c'est trop, il va falloir que ces rebelles-là se retirent du Congo, je ne pense pas qu'ils seront beaucoup plus forts que la plupart de ces pays-là qui vont aller les bouter. Or, maintenant, il va falloir faire très attention pour que les populations ne périssent pas, parce que quand ces rebelles se déchaînent, c'est beaucoup plus sur la population. On les voit périr même depuis le début des combats, cher Gabin. Oui, bien sûr. Il y a des déplacés. Il y a des déplacés. Il y a des morts. L'Organisation internationale des réfugiés a publié un chiffre qui est assez alarmant, et on a vu des images des populations qui vivent pratiquement sur des décombres. Des populations qui vivent pratiquement sur des décombres. La situation sanitaire n'est pas véritablement ça. Les gens manquent de quoi manger. Ce sont les organisations nationales, même régionales, même européennes qui portent un peu secours à ces gens-là. Donc, c'est assez compliqué aujourd'hui. Il va falloir aller de main forte. Quand quelqu'un ne veut pas écouter la raison de la négociation, il faut aller avec la force, et je pense que l'EAC doit y penser. Alors, Firmin, qu'est-ce qui peut expliquer ce mutisme total de la communauté sous-régionale? C'est vrai que les efforts ont été fournis. Ces efforts ont été déjà portés par l'Angola et son président, Joao Lorenzo. Après, c'est le Kenya et surtout l'ancien président Uhuru Kenyatta qui pilotait ces accords de paix. Il a fait un sacré boulot, mais finalement, les rebelles ne tiennent pas parole. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Il n'y a pas une force, comme Gabin le dit tout à l'heure, une force capable de faire taire ces rebelles. On sait que les Kenyans, entre-temps, étaient venus en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on peut dire concrètement? Vous savez, quand les gens sont là,
et qui sont soutenus par des intérêts internationaux, qu'est-ce que vous pouvez pour les contrer? Quand il y a des Donc, il y a des intérêts internationaux. Il y a des intérêts internationaux. Il y a des mains invisibles. Bien évidemment. Quand je vois le problème du M23 avec la RDC, avec Paul Kagame, et quand je me rappelle que tout récemment, il y avait au moins 45 chefs d'État africains qui s'étaient rendus aux États-Unis. Et de l'autre côté, quand je vois des jeunes panafricanistes, ou qui se disent panafricanistes, des jeunes activistes qui disent que l'Afrique est en train de se réveiller, bientôt Goïta c'est notre patron. Vous voulez dire que c'est dans ces combats on doit avoir leur réveil, quoi. Non, quand je vois... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Non, quand je vois des gens qui soutiennent Goïta, qui disent que non, c'est le temps de l'Afrique, et parallèlement, vous voyez 5 chefs d'État qui vont chez Joe Biden et qui lui font allégeance. Et un Paul Kagame qui est là, qui sert des intérêts internationaux. Vous vous demandez si ces jeunes activistes voient réellement comment le monde fonctionne. Vous mettez quoi dans internationaux? Parce que c'est que la France avait déjà condamné les rebelles du M23 et avait demandé, comment l'appelle-t-on, à Kigali de ne pas apporter leur soutien à ces rebelles. Il y a également les États-Unis qui ont parlé. Alors finalement, qui est derrière ou bien qui sont derrière ces rebelles? C'est la voix officielle. Première chose, qui ont divisé le Soudan? Ce sont les Occidentaux. Qui alimente les rebelles M23? C'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Rwanda qui le dirige. Le Rwanda qui le dirige, c'est Paul Kagame. Paul Kagame, c'est un allié international. C'est un allié des Américains. Paul Kagame est pour la zone... Donc on a vu la chute, c'est l'Amérique donc. Paul Kagame est pour cette zone-là, ce que les Hosni Moubarak avaient été pour les Américains. Paul Kagame représente des intérêts internationaux dans la zone. C'est-à-dire quand les richesses, autant la zone-là, l'Est, est déstabilisée, autant on peut piller suffisamment les richesses du sous-sol de cette localité, et ça passe par le Rwanda avant de transiter quelque part d'autre. Et le Rwanda aussi prend une petite partie. Vous voyez, je ne sais pas si vous suivez un peu, cherchez tous les rapports du Rwanda, les rapports qui parlent de l'économie, des produits exportés, vous allez voir que le Rwanda exporte des produits qui ne sont pas de son sous-sol. Qui se trouvent en RDC. Qui se trouvent en RDC. Donc pour vous, c'est ce qui justifie ces combats. Donc c'est ce qui justifie ces combats. C'est-à-dire, c'est une zone... Peut-être que c'est de la réexportation dont il s'agit. non, je suis sérieux. Non, je suis vraiment sérieux. Je suis vraiment sérieux. Parce que c'est l'argument là, beaucoup de gens le tiennent, qu'on voit dans les comptes du Togo qui a le pétrole. Donc les gens disent ouais, il y a du pétrole, mais ils oublient que nous avons un port, donc les pétroliers, bateaux pétroliers viennent commercer dans nos eaux. On commercialise ça comme étant des produits de oui, bien évidemment, mais ici, il faut avoir de fines analyses pour déceler cela. Bien sûr, ici, c'est une autre réalité. Tout le monde sait que c'est le Rwanda qui déstabilise l'Est de la RDC. Et que autant cette zone sera déstabilisée, autant on pillera suffisamment les richesses de ce sous-sol-là. Donc ne cherchez pas à savoir pourquoi il faut une force coercitive, il faut que la communauté sous-régionale fasse ceci. Qu'est-ce que la CEDEAO fait? C'est-à-dire, du moment où les Occidentaux sont devant, vous ne pourrez rien faire. C'est-à-dire, à ce niveau-là... La CEDEAO concernant les problèmes sous-régionaux, au niveau de la CEDEAO. Oui, c'est-à-dire juste dire que quand la France décide, la CEDEAO s'y plie. Quand une puissance internationale décide, maintenant, la communauté sous-régionale s'y plie. Regardez par exemple... Ça va réagir. Non, regardez, l'autre chose. Parce que c'est dire que la CEDEAO est assujettie aux décisions de la France. Même l'Union africaine est assujettie à l'Union africaine, elle est assujettie à la décision des Américains, à la décision des Chinois, à la décision des Français, à la décision de l'Union européenne. Quand il y a eu coup d'État au Tchad, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que l'Union africaine a pu dire? Est-ce que l'Union africaine a suffisamment condamné le coup d'État là? Ça veut dire simplement que ceux-là qui dirigent, regardez, n'oubliez jamais, la RDC, ça fait 65% des richesses mondiales. On a envoyé ce M23 est là pour déstabiliser la zone. C'est la même chose qu'on nous a envoyé ici. Dans la zone ouest africaine, on envoie le terrorisme. Autant la zone sera déstabilisée, autant il y aura suffisamment de ressources. Alors, Sana Veilleux, on peut peut-être comprendre Firmin Teko Agbo en partie parce que on ne comprend pas celui ou bien ceux qui sont derrière ces rebelles. On nous parle de simples rebelles du M23.
mais qui sont là à tenir tête à tout le monde. Les gens parlent du Rwanda, on n'a pas des preuves concrètes, mais qu'est-ce qui peut expliquer leur puissance à ce point? Non, plusieurs rapports d'experts de l'ONU ont établi que les rebelles du M23 sont soutenus par le Rwanda. Par le Rwanda. Et d'ailleurs, je discutais récemment. Mais le Rwanda, jusqu'alors, nie cela. De toute façon, les rapports des experts sont là. Hein. Pas que de l'ONU, il y a plusieurs rapports de pays occidentaux qui ont eu à confirmer cela. Et bon, moi, je discutais récemment avec un économiste qui disait que oui, pendant longtemps, on nous a dit que l'embellie de l'économie rwandaise, c'est à cause de la bonne gouvernance, mais que c'est faux, que l'économie rwandaise est financée grâce au pillage des ressources de la RDC. Que tout ce qu'on nous dit que c'est grâce à la démocratie, que c'est du leurre. Qu'en réalité, l'économie rwandaise est financée grâce aux pillages qui sont faits des ressources en RDC, à l'est de la RDC. Bon, il y a eu récemment un mini-sommet à Luanda où le M23 avait tenu des promesses de se retirer. Et d'ailleurs, c'est là où moi je suis étonné, puisque non, la force régionale des pays de l'Afrique centrale... Le Kenya est arrivé, mais bon, on ne voit pas. L'Ouganda ils ont un mandat offensif pour déloger les rebelles du M23. Et je crois que l'ultimatum, c'était jusqu'au 5 janvier, donc demain. Mais sur le terrain, on remarque que... Il y a eu plus avancé du M23. Bon, des gens parlent de 10% de retrait. Au lieu des 100% prévus aujourd'hui, les gens disent que bon, c'est juste 10%. Et même on parle, il y a quelques jours, d'une autre ville qui a été prise par le M23. Donc, on se demande, mais comment se fait-il que, d'ailleurs, cette force-là, qui est censée déloger le M23 avec la force, parle maintenant de retrait coordonné. On sent des propos policiers qui contrastent avec le mandat que vous avez reçu. Là, naturellement, on est en mesure d'en déduire qu'il se pourrait, en réalité, qu'il y ait des pesanteurs, des intérêts, c'est-à-dire d'autres pays, à part le Rwanda, qui se partagent le gâteau des ressources qui sont pillées en RDC. Vous voyez quel pays? Des pays africains ou bien des pays occidentaux? Ce n'est pas le Togo en tout cas. Ce n'est pas le Togo en tout cas. Bon, de toute façon, on sait que le Rwanda c'est la tête du film, mais il n'est pas exclu. Vous savez, quand ce genre de situation est en cours, armement, logistique, etc., naturellement, on se dit qu'il y a des mains étrangères qui sont hors d'Afrique, qui tirent les ficelles parce que, à part l'Afrique du Sud, nous n'avons pas d'industrie d'armement. Où trouvent-ils les moyens de tenir des rebelles qui tiennent en respect l'armée congolaise? Alors, les diplomaties tous azimuts, Gabin Adjao, sont visiblement inférieures à ces mains dont vous parlez, ces mains étrangères. Même le silence de l'Union africaine inquiète. Oui, Firmin vient de dire quelque chose qui est très important, que ces organisations-là sont au bord de certaines puissances. Et ça, il faut pas se leurrer, hein, c'est la pure vérité. Quand on voit que le siège même de l'Union africaine est construit par les Chinois, qui avaient entre-temps mis des touffes dedans pour pouvoir écouter les conversations de nos chefs de l'État, ça montre à suffisance que nous ne sommes pas encore indépendants de poser les jalons de notre démocratie et de notre développement. C'est aussi simple que ça. Il va falloir qu'on assume notre situation pour pouvoir se relever. Quand les présidents africains ont du mal à s'exprimer sur ces sujets-là, c'est parce qu'il y a des pesanteurs ailleurs et que, bon, peut-être leur siège même est menacé s'ils se prononcent. Donc, du coup, eux aussi, ils se mettent dans un mutisme assez criard. Quand on prend aujourd'hui la situation, on sait tous que, et les rapports internationaux viennent de le dire, moi j'ai lu un document de l'AFP qui l'a véritablement confirmé, le Rwanda c'est la base arrière du M23, c'est le Rwanda qui finance à beaucoup de pourcentage
dirige ce rébellion-là. Donc aujourd'hui, on ne va pas se leurrer en disant on que voit non, aussi les documents souvent de l'AFP. On peut comprendre aussi facilement. Oui, mais c'est la réalité. La réalité est que quand ces rebelles-là finissent de frapper, ils se retirent sur le territoire rwandais. Et c'est ça, c'est de là qu'ils puisent leurs ressources pour pouvoir et puis venir on attrape souvent des Rwandais au front. Au front. Qui Donc, sont présentés. Et on connaît, il y a des Tutsis au Nord Kivu, il y a des Tutsis au Rwanda. Donc la corrélation est vite faite. Mais aujourd'hui, quand on prend nos organisations africaines qui ont du mal à réagir face à cette situation, c'est parce qu'eux aussi, ils ont leur intérêt, mais aussi, il y a des pesanteurs ailleurs. Et les pesanteurs, on le dit souvent assez, on connaît la relation du Rwanda avec les États-Unis. On sait d'où se dirige vers l'or, le diamant, tout ce qu'on puise au Congo, vers les États-Unis. On sait où ça se situe. On vient de nous parler de réimportation, mais moi, réexportation, mais moi, je n'y crois absolument pas. Non, ce que moi, je voulais dire, c'est de ne pas s'arrêter sur l'argument de voir dans les comptes du Rwanda des produits qui... Oui, je comprends bien. Ce n'est pas suffisant, il faut rajouter autre argument. Voilà, c'est ce que moi, je voulais dire. Je vois. Donc aujourd'hui, je pense que si ces puissances ou bien ces organisations africaines n'arrivent pas à réagir, c'est parce qu'ils ne peuvent pas réagir. Non parce qu'ils ne veulent pas, ils le veulent bien, mais parce qu'ils ne peuvent pas, parce que les représentants sont tels que eux-mêmes, ils seraient menacés dans leur siège et ils préfèrent se taire et laisser la RDC mourir de sa propre mort que d'atteindre les autres pays. Quand on voit la position du Kenya qui était arrivé assez avec une certaine hargne. Et aujourd'hui, ils se sont pratiquement émoussés. Leur discours a changé. Ils parlent de façon diplomatique. Donc les pesanteurs sont là. Les pesanteurs sont là. Il y a beaucoup d'intérêts qui sont rentrés en jeu. Et ils préfèrent laisser la RDC souffrir que d'en pâtir. Et aussi, ils veulent aussi en profiter. Donc, je pense que c'est aussi simple que ça. C'est un pays continent très riche, donc chacun peut tirer profit. En 30 secondes, Firmin, pays continent, ce qui fait que on ne voit pas, si on peut le dire, l'armée congolaise au front est capable d'aller déloger ce petit groupe, si on peut le dire, ce groupuscule de M23, peut-être lourdement armé. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Non, ce qui peut expliquer cela, c'est que le Congo n'a pas une armée bien structurée. Et c'est une armée qui est régulièrement au front, dont l'armée là s'essouffle quotidiennement. C'est le problème. Cette armée-là s'essouffle quotidiennement. Et aussi, c'est comme on donne ce règlement du travail. Et aussi, une des choses fondamentales, c'est que les Occidentaux, à qui appartiennent ou à qui appartient la RDC, ne vont jamais permettre à ce que ce pays-là soit stable sécuritairement. Donc la RDC leur appartient. Oui, c'est ce que je ne comprends pas. La RDC est pour les Congolais. Tout le monde le sait. La RDC n'a jamais appartenu aux Congolais. La RDC a entre-temps appartenu au roi belge, c'était sa propriété privée. Après, maintenant, les autres sont partagés. Ils se la sont partagés et ils continuent de cela partager. Aussi, ce qui se passe actuellement, c'est pour montrer à Tshisekedi. Ce n'est pas pour permettre à Tshisekedi, c'est pour permettre à Tshisekedi de ne pas être tellement sûr de lui-même et pour décider de ce que lui veut faire en quelque sorte. Autant le déstabiliser sécuritairement, autant le déstabiliser psychologiquement, on pourrait lui imposer un certain nombre de choses. N'oubliez pas, les élections arrivent, mais les élections arrivent bientôt, dans quelques jours, si on peut le dire. Quelques mois, le 23 décembre. Le 20 décembre. Le 20 décembre. Donc, tout cela sera sur la table des négociations avec les Occidentaux. Monsieur, on vous aide à assurer la sécurité de votre pays, mais vous devez nous faire ci, vous devez nous faire ça. Tout ça là joue, vous vous imaginez. Entre-temps, lorsqu'il a été élu, le M23 avait un peu disparu. C'est à la porte des élections qu'on est en train de ressusciter le M23 pour le déstabiliser davantage. Messieurs, on va marquer la dernière pause. On revient pour la suite et la fin.